ronde, avant la table ronde de conclusion, un titre qui va tous vous intéresser, c'est quel cadre légal pour demain? Donc, je vais demander à Philippe Vanny de nous rejoindre, à Nicolas Godin qui est avocat, Fidal Belgique. Le cadre à la Belgique sera intéressant à regarder. Marie Buisson que nous avons vu tout à l'heure, Léonard Prunier qui reste avec nous, Daniel Dio, Marine Nostro, Ali Karakoban. Donc, c'est intéressant d'avoir la FNSA. Merci d'être avec nous et Jacques Davy. Et je vais d'abord céder la parole à Philippe Vanny. Bien, oui, je suis un petit peu plus haut que tout le monde, j'espère que c'est pas pour prendre de la hauteur mais par rapport à vous, loin de là. Alors, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, donc, nous avons vu ce matin que notre cadre légal présente bien des difficultés, hein. On n'a pas encore donc réglé notre problématique. Normalement, derrière moi, il devrait y avoir une frise, je ne la vois pas. Elle va venir. Elle va venir. Bon. Donc cette frise, elle vous montre donc la difficulté qu'a le législateur à trouver un système qui puisse permettre de réguler quelque chose qui s'appelle donc la négociation commerciale, la relation commerciale. Et cette difficulté, elle vient principalement d'une chose, c'est que on attend de la loi qu'elle crée l'équilibre. Et c'est bien là la difficulté. La loi ne peut pas créer l'équilibre. Au mieux, elle pourra sanctionner donc le déséquilibre lorsque ce déséquilibre est flagrant, lorsqu'il procède donc de l'abus. Mais il ne faut pas attendre donc du législateur qu'on arrive à une négociation commerciale complètement équilibrée, complètement aseptisée, parce que si on est donc dans cette ornière-là, globalement, il n'y a plus de négociation. C'est-à-dire qu'on lisserait vers les conditions les plus favorables et on n'aurait plus donc de liberté donc, du commerce. Ça, c'est. Moi, je suis resté très esprit LME. LME, donc 2008, c'est-à-dire donc une liberté pour donc, un vendeur de vendre donc, aux meilleures conditions, pour un acheteur d'acheter, donc aux meilleures conditions, aux meilleures marges, et puis de venir sanctionner l'abus lorsque on a profité donc par trop donc, de cette liberté. Donc nous attendons un nouveau dispositif. Il aurait dû voir le jour à la fin de l'été. On a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, on a perdu nos amis députés, ils sont par là, ils vont revenir, hein. Il y a beaucoup donc, de projets qui sont aujourd'hui donc, dans les cartons. Et on a voulu donc s'inspirer pour cette dernière table ronde donc, du rapport Babo-Izard sans pour autant annoncer, et qui pourrait le faire, que le rapport Babo-Izard, c'est donc véritablement ce que sera donc le futur cadre légal. Donc nous en servirons en fait que pour illustrer donc des propos qui nous amènent à se dire est-ce qu'on va vers un Egalim 4? Et quand on regarde le rapport Babo-Izard, on voit quand même qu'on est toujours donc, dans cette travée, hein, dans ce travers, enfin dans ce travers ou dans cette lignée, je pense qu'il faut dire, donc d'une réglementation. On ne va pas tout balayer, tout ne va pas disparaître. On ne sera donc pas sur un Egalim 0. Certains étaient partisans d'un Egalim 0, c'est-à-dire considérer qu'on était allé trop loin. Donc Frédéric Descrozaille le disait l'année dernière, hein. Et que pour le coup, bah, il fallait revenir au principe donc, du Code civil, parce qu'après tout, finalement, on fait jamais que de l'achat et de la vente, hein. Alors une régulation véritablement aussi moins complexe, vous l'avez dit, hein, monsieur Prunier, avec vos mots, hein, c'est-à-dire que la loi sert à rien. Moi, je dirais que la loi elle a un peu servi quand même à mettre donc des jalons, notamment sur des contreparties. On a dit, bah voilà, maintenant, si on donne quelque chose, il faut une contrepartie. Elle est venue sanctionner ou elle permettre donc de sanctionner, alors pas par l'action des partis, parce que les partis n'ont pas les moyens ni l'envie, même de prendre le risque, hein, donc d'aller condamner donc leurs meilleurs clients. Mais le ministre de l'économie peut le faire. Et aujourd'hui, nous avons une jurisprudence qui est assez étoffée et qui fait que ben, la grande distribution, les acheteurs se forment, hein, ils connaissent donc parfaitement donc, l'ensemble donc, de ces réglementations, non pas pour les contourner, mais pour les assimiler et faire en sorte que on arrive à quelque chose qui soit finalement correct, normal, voire convivial peut-être parfois donc, dans les relations commerciales. Alors, si on prend donc le rapport Babo-Izard, pour jeter les grandes lignes, hein, j'ai le menu là sous les yeux, donc je n'ai pas voulu apprendre ça par cœur parce que j'étais sûr d'oublier des choses. Globalement, c'est dans un premier temps une simplification de la relation amont. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. On a vu que la relation amont posait donc difficulté, qu'elle n'était pas appliquée, qu'on ne la comprenait pas, qu'on n'avait pas donc nécessairement donc les moyens donc de la gérer.
On a donc vu, alors, simplification des contrats en conséquence. Simplification donc des contrats, ça veut dire donc ce que ça veut dire, hein, donc faire du contrat ce qu'il doit être, un instrument donc de négociation avec des parties capables donc de la mener, un producteur qui conservera toujours donc l'initiative donc de la proposition de contrat, qui ne sera pas obligé donc dans cette proposition de contrat de verser vers les indicateurs, et qui pourra surtout donc permettre donc à l'acheteur, sans doute plus organisé que lui, avec donc des moyens qu'il n'a pas, de codifier, de gérer donc globalement cette relation. On parle également d'une meilleure formation du prix à l'amont. Alors cette meilleure formation du prix à l'amont passerait par donc des indicateurs, mais des indicateurs non pas exprimés en valeur indicielle. Aujourd'hui, 98% des indicateurs sont des valeurs indicielles qui laissent aux parties le soin de déterminer donc la valeur de base. Et là, évidemment, comme personne ne sait déterminer la valeur de base, ou qu'on pourrait avoir donc des rapports de force qui amèneraient à de la complexité, eh bien, il faut tendre vers, donc, nous dit-on, des indicateurs en valeur absolue, comme on en trouve donc dans le lait, comme on en trouve donc dans la viande. Et faire de ces indicateurs une marque de référence. Parce que l'indicateur présente une difficulté, c'est qu'on n'y croit pas. C'est qu'en fait, il n'a pas d'aura, il n'a pas de crédit. C'est l'indicateur produit par quelqu'un. Bon, ce quelqu'un, c'est une OI, l'organisation interprofessionnelle, mais on voudrait donc que l'indicateur prenne donc un peu de hauteur, et donc le projet, le rapport Babo-Izard, hein, et déjà je suis sur là-dessus, indique qu'il faudrait une méthodologie donc de formalisation, de formation de ces indicateurs, avec, donc, nous dit-on, des avis de l'autorité de la concurrence, et un décret en Conseil d'État qui viendrait préciser la méthodologie. Là, on commence à rentrer un peu dans l'usine à gaz, et ça fait déjà un petit peu plus peur. Et il faudrait que l'indicateur donc, de coût de production soit prépondérant, celui qui est exprimé donc, en euro-valeur, au point que le coût de production, enfin, l'indicateur de coût de production devrait représenter plus de 50% de la pondération donc, du prix. On parle également du renforcement des OP et des AOP, donc de façon à ce que les AOP, Marine, tu disais qu'il y en avait donc beaucoup, hein. Il y a effectivement donc, beaucoup d'AOP, mais on veut les rendre plus significatives. Et pour les rendre plus significatives, eh bien, il y aurait des incitations donc, financières qui viendraient récompenser ceux qui viendraient grossir donc, le rang donc, des OP. Là, effectivement, on se pose des questions aussi, enfin, des questions sur le droit de la concurrence par rapport donc, à ce dispositif. Et puis, la nécessité, et ça c'est vrai, donc d'inclure plus de filières dans les dispositifs, puisque les filières, on l'a vu, sont exclues, hein. Donc la plupart des filières végétales sont parties donc, de la relation amont. On attend un soutien des pouvoirs publics, en tout cas c'est demandé. Alors qu'est-ce que c'est que ce soutien des pouvoirs publics? Eh bien, ce serait permettre donc de mettre à disposition des outils aux producteurs notamment, pour que les producteurs puissent évaluer donc leur degré, leur degré de compétitivité par rapport à la filière, par rapport au marché, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas ces éléments-là. Et puis une clarification des prix abusivement bas. On n'a pas trop parlé donc, ce matin, parce que le temps est contraint, hein, des prix de cession abusivement bas. Mais les prix de cession abusivement bas, eh bien, ils sont sans doute donc un moyen de venir réguler ce qu'est donc le prix donc, du producteur agricole, dans la mesure où un acheteur, vous le savez, ne peut pas acheter à un prix abusivement bas. Alors bas, oui, peut-être, mais abusivement bas, non. C'est bien toute cette problématique donc, de l'abus que l'on retrouve dans les écrits du législateur. Et puis, on a prévu, et il fallait le faire, et ça n'est pas fait aujourd'hui, une articulation entre l'amont et l'aval. Articulation entre l'amont et l'aval, de façon à ce que la négociation amont puisse chronologiquement se passer avant la négociation aval. C'est le principe nécessaire donc, à la construction du prix en marche avant, et on voit bien que ça n'est pas toujours le cas, que ça n'est pas appliqué donc nécessairement. Faute d'encadrement peut-être, en tout cas parce que la relation aval donc, reste donc, toujours prédominante. Il y a même des filières, on dit que la filière vitivinicole fonctionne comme ça à rebours, puisque ce sont les prix restent donc déterminés par les distributeurs. Donc, simplification des règles également à l'aval. Ça, M. Prunier, vous allez être fan, hein, puisque donc, globalement, on cherche à simplifier. Alors, on ne cherche pas à faire disparaître, hein, on cherche à simplifier. Simplifier les options de transparence, donc, notamment en fusionnant les options 2 et 3. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on en parlera donc très certainement. Et puis également prévoir une simplification des clauses d'ajustement tarifaire, les clauses automatiques, hein, les clauses de révision automatique des prix disparaîtraient. Pas forcément une mauvaise nouvelle. Les clauses de renégociation seraient facultatives. Elles ne le seraient pas ou plus si ces clauses de renégociation intégraient les conditions générales de vente des fournisseurs, mais seraient de ce fait soumises bien entendu au principe de libre négociabilité donc des parties. On parle de la pérennisation.
des dispositifs expérimentaux, donc ceux de l'encadrement des promotions, puisque à la relation B2B, on a ajouté donc la relation donc B2C, hein, donc puisque l'encadrement des promotions a un effet direct, bien évidemment, sur le consommateur, tourné vers le consommateur, comme le SRP, le relèvement du salaire de revente à perte, donc plus 10. Donc on voit donc très bien que ces systèmes-là, Dixit, donc le rapport Babo-Izard, qui a quand même entraîné une concertation de l'ensemble des acteurs du marché assez donc significative en la circonstance, eh bien, on serait pour donc codifier donc dans le code de commerce ces dispositifs. Rien n'est dit par contre sur le dispositif expérimental de non-conclusion de la convention à la date butoir. Et puis on a une approche sur la mise en place donc de règles européennes parce que la loi française est devenue véritablement problématique, parce qu'elle est singulière, elle est particulière. On ne se retrouve pas donc, chez nos voisins européens. On n'a pas forcément donc, non plus la même visibilité sur le plan donc, droit communautaire. Donc on devient finalement franco-français dans des rapports qui sont tout l'inverse, c'est-à-dire donc, tournés donc, vers l'international. Alors il faudrait, nous dit-on, créer, donc instituer donc, des règles européennes. La Commission est en train de travailler sur donc, la mise en place donc, ou la création d'un observatoire, donc des prix, donc des marges, donc des pratiques commerciales donc déloyales au niveau de l'Union. Et puis, on a une réforme également, donc alors, à minima, certes, Marine, on en discutait, mais à minima, mais elle existe quand même, donc du règlement donc, OCM pour renforcer, renforcer, simplifier donc, les contrats, renforcer l'effectivité des contrats, simplifier le contenu des contrats. Bon, à voir. Renforcer également donc, les OP, donc sur le plan communautaire. Et puis, travailler sur la directive donc, pratique commerciale donc, déloyale. Bon, qui n'est pas donc encore donc, totalement donc, transposé. Voilà. Il y a également quelques points, là ça fait un peu liste des courses, donc je vais m'arrêter. Il y a quelques points donc, aussi également sur les centrales. Alors juste, je vais me permettre de dire, parce que bien sûr, on a un panel qui est plus orienté enfin, qui est assez fournisseur, donc ce matin. Les centrales, moi je viens de la grande distribution, j'ai fait 20 ans de ma vie d'avocat, donc en tant que conseiller de la grande distribution. Une centrale, c'est pas condamnable en soi. Une centrale, donc finalement, c'est condamnable par les effets qu'elle peut donc générer. Donc il y a des alliances qui sont extrêmement donc, favorables, qui peuvent tout à fait donc satisfaire donc les intérêts donc de tous, donc des consommateurs bien évidemment, mais aussi donc de l'ensemble des partenaires. Donc je voulais juste donc attirer l'attention sur le fait que ne condamnons pas donc par avance. Voyons véritablement les effets, les conséquences donc, de ce que ces alliances donc, génèrent. Voilà, et puis on finit, Madame Deveigne sera intéressée sur un renforcement donc, des moyens de la DCRF, donc extrêmement demandé, parce que sans la DGCRF donc, et ses contrôles, eh bien, on ne pourrait pas non plus stigmatiser donc, les abus et amener ces jurisprudences que nous connaissons aujourd'hui, qui viennent donc réguler donc, notre négociation commerciale. Voilà, je lance les débats. Maintenant, Yves, Et reprenez la donc, main. on est censé faire un débat sur tous ces sujets en 3/4 d'heure. Oui, et c'est possible. Eh ben, possible. Non, j'ai envie de diviser ça en 3 parties. La première partie, il y a forcément des choses qui doivent changer parce que c'était de l'expérimentation. Je voudrais qu'on reprenne les choses qui doivent forcément changer, validées, non validées. Et après, on va faire un tour de table. Finalement, ce sera le plus simple, ce que vous souhaitez. Et on terminera, parce que c'est intéressant, avec l'international, l'Europe et le cas de la Belgique. Donc, on va commencer avec les dispositifs expérimentaux. Le premier, c'est le SRP plus 10. Il s'arrête, si ma mémoire est bonne, en avril. C'est le 10 avril ou le 15 avril, pardon, je me trompais de 5 jours, merci. On fait quoi? Qui veut se lancer? On garde pas? Un an, je passe. Merci Marie. En tout cas, la position de l'ANIA, c'est de conserver ce relèvement du SRP, de le pérenniser dans la loi et au passage, parce que bon, il y a une urgence du coup la législative, de faire de même pour l'encadrement des promotions en valeur et en volume je pense, l'ensemble des acteurs ont constaté un effet bénéfique. Et sur le relèvement du SRP, il y a tout le monde a la question des données chiffrées, de l'efficacité du relèvement du SRP. On sait dans tous les cas que depuis qu'il y a eu l'introduction du relèvement du SRP, on a quand même freiné la guerre des prix entre les enseignes. Et même si on n'a pas toutes les données chiffrées, on sait que si demain on n'a plus ce relèvement du SRP,
on risquerait d'avoir des distributeurs qui aujourd'hui ont cet oxygène-là qui émane du SRP, qui risqueraient d'aller le rechercher dans la négo. Donc on a une crainte des effets pervers si demain on n'a plus ce relèvement du SRP. Et je crois que c'est partagé de l'amont. Et aussi, voilà, certains distributeurs nous l'ont fait savoir, c'est vraiment un dispositif global d'oxygène et qui, pour le coup, même si on n'a pas suffisamment de données chiffrées, plutôt un bon signal. Pour la coopération agricole. Alors, justement, c'est assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte quand on interroge nos adhérents que tout le monde nous dit, bon, effectivement, on n'a pas la démonstration que ces mécanismes ont joué en faveur du ruissellement vers l'amont. Ça, c'est pas du tout démontré. Mais c'est bien le sujet qui nous intéresse dans cette table ronde, c'est qu'est-ce qu'il faut changer. On passe notre temps à ajouter des couches à la législation. Et en fait, à chaque fois qu'on réfléchit, tout le monde a peur de perdre quelque chose à la prochaine étape. Et c'est pour ça que nous, notre mot d'ordre actuellement, c'est moins légiférer, plus coopérer. C'est-à-dire, laissons faire. Et si on faisait même pas de loi pour améliorer les détails qui sont peut-être à améliorer, mais en fait, tout le monde a peur de perdre quelque chose. Le SRP plus 10, on est tous positionnés pour dire il faut le maintenir, pas tellement parce que ça marche, mais parce qu'on a peur de ce qui va se passer si on arrête. Et moi, je trouve que c'est quand même un vrai sujet pour prendre un tout petit peu de hauteur sur la réponse, sinon on va tous dire pareil, mais c'est quand même une vraie interrogation. Et ben, si on laissait un petit peu les choses s'ancrer dans la réalité sur 3 ans, 4 ans sans modifier, sauf si vraiment il y a un truc à hurler, mais il n'y a pas de truc à hurler. Et après, dans le détail, sur le SRP plus 10, nous, on a quand même la filière fruits et légumes frais qui ne souhaite pas, enfin, qui souhaite que son exception soit reconduite, ce qui là aussi démontre qu'une solution pour tout le monde, la même, c'est pas totalement réaliste. Alors pour la FNSEA, Ali Caraco, bon. Alors pour la FNSEA, donc moi je confirme les propos de l'ANIA de Marie Buisson. Nous, on est pour une pérennisation de ces deux dispositifs, parce que c'est les deux dispositifs qui ont permis d'atténuer cette destruction de la valeur de l'alimentation. Et donc, comme l'a rappelé Marie Buisson, on était sur une guerre des prix avant les lois Egalim. Entre 2011 et 2018, moins 15% sur les prix de PGC, juste pour rappel. Et le SRP plus 10, ça a permis quoi? En fait, ça permet de limiter la pression sur les produits à forte composante agricole, les produits qui étaient très peu margés ou à marge nulle sur les produits à grande marque. Souvent, les distributeurs, sur un jeu de péréquation, se rattrapaient sur les produits à forte composante agricole. Et forcément, ça se répercutait jusqu'à l'amont agricole. Donc nous, sur ces deux dispositifs-là, SRP encadrement, on voit une pérennisation. Et je veux juste rappeler un chiffre sur la SRP plus 10. Moi, c'est un chiffre qui est objectivé par l'IGF, donc l'Inspection générale des finances, qui montre l'effet limité sur l'inflation. Bon, ils ont parlé de plus 0,17 lié au SRP plus 10, plus 0,17%. Donc voilà. Donc il ne faut pas revenir en arrière, ça fait partie des lois Egalim et on veut que ça soit pérennisé. Tout le monde ne va pas parler sur le sujet, juste une remarque complémentaire, fait Filek, et après on va poser la question à Jacques Davy. Je dirais que dans la loi, il y avait aussi, on doit avoir un rapport, savoir ce que ça a servi. Après, je pense qu'il y a des sujets bien plus majeurs que le SRP plus 10 pour sauver les PME-TI françaises. Le SRP plus 10 reste un seuil appliqué principalement sur les grandes marques internationales, pas sur les produits de PME. Vous n'avez pas beaucoup de produits de PME vendus à la planche au SRP plus 10. Mais je sais que c'est un sujet auquel beaucoup tiennent. Enfin, à la FEF, nous, la position elle est assez claire. Si on aimerait bien savoir, en fait, quels sont les impacts. Après, il y a des sujets bien plus importants, mais il y a plus une peur de débrancher quelque chose qu'un effet bénéfique sur lequel tout le monde est convaincu. Jacques Davy pour la FCD. Alors moi, je ne prendrai pas position sur SRP plus 10 parce que je n'ai pas d'unanimité parmi nos adhérents. Donc je vais vous raconter une anecdote. C'est une des rares fois où j'ai vu Michel-Édouard Leclerc ne pas savoir que répondre à une de mes questions. Quand je lui ai posé la fin, et ça reflète votre remarque. Voilà, donc je me garderai bien de prendre position sur le sujet. Alors il y a deux sujets, on parle toujours de SRP promo. SRP plus 10, effectivement, il y a une date en avril 2025. Et puis sur les promos, il y a une date qui me paraît un petit peu trop lointaine, qui est celle de mars ou avril 2026. En tout cas, une chose est sûre, nous, notre revendication, c'est de revenir à quelque chose
conforme finalement à Egalim, ce qui est de sortir le DPH du plafonnement des promotions, parce que ça n'a absolument rien à voir avec la rémunération des agriculteurs et les lois Egalim. Donc sortons cette extension au DPH qui n'était pas d'origine, qui a été faite par la loi et par le député des Creusailles, du DPH dans le plafonnement des promos qui n'a pas de sens et qui en plus pénalise toute la filière finalement, puisqu'il y a un effondrement des volumes. Donc ça n'a aucun intérêt. Et je dirais, pour répondre à la question de manière plus précise, supprimons le plafonnement des promotions du DPH. Là, naturellement, je pose la question à l'ILEC. Voilà, la FEF répondra à peu près la même chose, j'espère. Sur le SRP plus 10, rapidement, je pense c'est compliqué en l'état actuel. La temporalité n'est pas bonne pour se poser la question. En fait, il faut le maintenir parce que je pense qu'à très court terme, ça risque sinon de déstabiliser les négociations. Si le message était envoyé d'une disparition de cette majoration dans le cadre des négociations 2025, ça viendrait encore mettre un peu plus de tension et de complexité dans le cadre des discussions. Donc, il faut le garder. Pour autant, il faut évaluer son impact. Moi, je suis quand même effaré d'avoir des mesures expérimentales qui font l'objet d'aucune étude d'impact et qui ne font pas l'objet d'évaluation. Bon, on ne sait pas où est passé cet argent-là finalement, et on ne sait pas donc en mesurer les effets très précisément. Sur l'encadrement promotionnel des péages, on est d'accord, ça n'a aucun rapport avec Egalim, mais ce n'était pas l'objet. L'objet, il est de protéger des catégories de produits qui souffrent parce qu'elles sont sous-promues dans les rayons. Et moi, tu citais tout à l'heure des propos d'un distributeur LSA, j'ai été effaré par les propos d'un autre qui dit, bah, vous vous rendez compte, on ne peut plus faire un prix à moins 80. Mais on ne fait jamais un prix à moins 80. Enfin, le concept même de dire que je vais faire une promotion qui va représenter 80% du prix, ça montre que quelque part, on a perdu la tête sur ce sujet-là. Donc, il faut des règles d'encadrement qui sont plutôt protectrices. D'ailleurs, il n'y a aucun impact sur le business à court terme parce que de toute façon, les industriels ont anticipé cet encadrement et ont donc ajusté les tarifs en conséquence. Et il faut protéger les catégories des péages parce qu'on l'a vu avec la crise sanitaire, le jour où on n'aura plus de produits de papier toilette, où on n'aura plus de produits d'hygiène dans les magasins parce qu'il n'y a plus de filiales françaises pour les fabriquer, et ben on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Je dirais que c'est un point d'accord que j'ai là-dessus, sur la demande. La FEF a soutenu l'encadrement des promos pour le DPH parce que l'effet de bord était beaucoup trop violent pour nos adhérents. Là, on était rendu, de mémoire, à 49% d'entreprises déficitaires. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut continuer à avoir des entreprises françaises indépendantes qui font du DPH ou pas? Donc oui, ça n'a rien à voir avec le revenu agricole, mais en fait, ça a à voir avec protéger notre tissu industriel. Donc à partir du moment où il y a l'encadrement en alimentaire, on a besoin qu'il soit en non alimentaire. Mais c'est un effet de bord. Sinon, absence d'accord au 1er mars et le débat qui avait été lancé, faut-il une date butoir des négociations? Qui veut s'accaparer ce sujet? Jacques Davy. Oui, je dirais en toute logique, il faut d'abord une date butoir amont des négociations commerciales entre le producteur et son premier acheteur. Et après, effectivement, une date butoir aval, alors qui serait pas forcément au 1er mars, qui pourrait être glissante, avec un délai de 3 mois, date d'envoi des CGV. Enfin, ça, c'est bien décrit dans le rapport Babo-Izard. Donc, voilà, il n'y a pas de dogme pour le maintien d'une date butoir au 1er mars. Alors, date butoir aval pour l'ILEC, oui, il en faut une. Dans l'absolu, et ça fait partie des réflexions à long terme, enfin, avoir une date butoir par principe, c'est une hérésie. Hein, quand vous discutez avec des gens qui ne sont pas dans le secteur et qui vous disent qu'on doit tout signer au 1er mars, en fait, ils ne comprennent pas. Donc, il faut vraiment être dans le secteur pour comprendre pourquoi c'est nécessaire. Et c'est unique au monde. Absolument. Et c'est un des particularismes français. Hein, mais malheureusement, je crois qu'en l'état actuel des choses, on ne peut pas s'en passer. Date butoir amont, c'est un non-sens. Alors ça fait plaisir à certains, je ne sais pas pourquoi, mais honnêtement, je ne suis pas sûr que le monde agricole soit forcément celui qui veuille le plus des dates butoirs amont. Je pense que derrière la date butoir amont, au-delà même de la complexité opérationnelle, il y a un fantasme qui est que, en fait, si on n'est pas d'accord au 1er décembre, on va passer nos prix. Mais en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, la preuve en est,
pour rejoindre le troisième sujet, c'est qu'il y a bien des règles à l'aval aussi sur l'application du prix lorsqu'il n'y a pas d'accord au 1er mars. Donc on ne va pas résoudre le problème du revenu agricole en mettant des dates butoirs amont. On va mettre un foutoir pas possible. Et honnêtement, là, je souhaite bon courage à la DGCCRF pour aller contrôler des dates butoirs amont qui souvent concernent d'ailleurs des contrats d'une durée de 3 ans pour les mettre en miroir avec des contrats annuels à l'aval. Franchement, je ne vois pas comment ce truc-là peut marcher. Mais allons-y, hein, tout le monde prône la simplification des textes et on la complexifie de manière assez dingue à l'amont, je trouve. Marine? Il me semble que cette proposition, elle reflète une espèce justement un peu le positionnement intellectuel que je disais tout à l'heure. On regarde l'ensemble du tableau, puis on se dit où est-ce qu'il manque quelque chose. Alors, de fait, hein, dans les consultations de Babo et Isard, il y a eu cette identification que l'amont est moins structuré que l'aval. Et de fait, il y a un appel à mieux structurer l'amont. Et ça, nous, on est très, très en faveur de la structuration, des OP structurantes. On en parlera plutôt que de rajouter des contraintes sur les contrats, pas en alourdissant les contraintes législatives sur les contrats, qu'on va y arriver, c'est en structurant l'amont. De la même façon, sur la question de la date, en fait, on se rend compte que cette solution apparaît comme une solution parce qu'il y a eu une difficulté très nette, enfin, qui a fait l'une des journaux. Hein. Je n'étais pas du tout dans les négociations, mais entre Lunel et Lactalis. Donc, on a un cas où on a une difficulté qui est uniquement un rapport de force. C'est juste un bras de fer. Je n'étais pas dedans, mais enfin, je peux comprendre que c'est ça le sujet. Et du coup, on va aller contraindre tout le monde agricole à faire des accords avant une date donnée. Alors, je passe sur quelle date? Parce que selon que vous faites des carottes, du blé ou du vin, croyez-moi que les dates ne sont pas du tout les mêmes et ça va être compliqué de le faire, même si on imaginait des dates glissantes. Et pour finir, parce que nous, on a quand même un point spécifique, je vous rappelle que toute la contractualisation amont en COP, elle est pluriannuelle avec des dates individuelles différentes pour chacun. Donc, si jamais on allait dans cette direction-là, il faudrait surtout pas qu'on recommence à demander aux coopératives des contraintes supplémentaires ou surtout de la paperasse, en fait, pour avoir une date amont unique. Ce qui n'est pas, si j'ai bien compris, la revendication qui est derrière. C'est plutôt pour le monde non COP, moins organisé. Mais voilà, c'est important pour nous. Marie Buisson? Oui, sur la date butoir amont, je partage tout ce qui a été dit. Encore une fois, je pense qu'on raisonne de manière trop simpliste, comme s'il y avait un producteur, un industriel et un distributeur. Voilà, je vois même pas comment les distributeurs, vous pouvez soutenir ça, sachant que vous savez qu'on a mais beaucoup de maillons là-haut. Enfin, c'est juste opérationnellement, c'est juste inapplicable. Si on faisait l'exercice de manière parfaite, je pense qu'on n'y arriverait même pas. Donc là, c'est de l'opérationnel pur et simple. Et sur la date butoir aval, peut-être une réflexion et une musique qui commence quand même un peu à tourner, c'est sur la date au 1er mars. L'année dernière, on a négocié de manière anticipée et on a terminé les négociations pour certains au 31 janvier. Et en fait, les retours des directions commerciales et juridiques, c'est de se dire que finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée et qu'en fait, on sait négocier en 10 rendez-vous plutôt qu'en 20. On sait négocier en 2 mois et on veut surtout appliquer les plans d'affaires et dérouler tout plus vite et vraiment, voilà, vraiment se centrer sur l'application de ce qui aurait pu être négocié. Donc voilà, nous, on n'a pas encore de position officielle sur ce point à l'ANIAM, mais en tout cas, on prend les réflexions et c'est vrai que 3 mois de négociation, c'est peut-être trop et en tout cas, c'est des retours opérationnels qu'on a. Donc à voir en cas d'évolution. Ali Carabocan sur ces sujets-là. Alors nous prenons totalement cette négociation amont avant l'envoi des CGV. Donc c'est d'ailleurs ce qui était repris dans le rapport Babo-Isard. Pourquoi cette mesure? Parce qu'en fait, c'est conformément à l'esprit d'Egalim, c'est-à-dire la construction des prix en marche en avant, en partant du producteur qui propose son contrat, et des prix à partir des coûts de production agricole. Et on sait que le producteur est souvent la variable d'ajustement, il l'est encore aujourd'hui, des négociations aval. Donc, et pour préserver son revenu, parce que c'est les enjeux de souveraineté derrière, je rappelle juste quelques chiffres. On perd nos productions animales, moins 14%, en viticulture, moins 25%. La part des produits d'import dans la consommation française, elle est autour de 34%, plus 4 points par rapport à la moyenne 2018-2022, donc ça c'est en 2023. Donc là, il y a un enjeu de souveraineté et de préservation
des revenus. Donc, c'est vraiment l'enjeu majeur pour en tout cas, pour retrouver notre souveraineté française. Après, on sait qu'il peut y avoir des ajustements selon les filières. Moi, je pense à la charcuterie, donc à Léonard Prunier, ou à d'autres filières comme en légumes transformés, où on sait que la réalité des prix au moment de la conclusion des contrats est différente de celle pratiquée au moment de la commercialisation des produits. Donc évidemment, il pourrait y avoir des ajustements sur certaines filières. Est-ce que c'est le 1er octobre? Est-ce que c'est le 1er novembre? Mais en tout cas, sur le principe que la négociation à l'amont, que la préservation de la MPA soit garantie avant l'envoi des CGV. Léonard et après Philippe. Oui. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce débat sur le contrat amont, il y a un truc que je n'ai toujours pas très bien compris comment marchait Egalim, c'est que normalement, on est censé avoir des formules de calcul qui font que quand les prix agricoles varient, ça se répercute. Et là, on vient dire il faut faire un contrat avant. Mais en fait, Egalim, c'est le principe même d'Egalim avec les formules de calcul. Donc moi, ça me confirme qu'Egalim ne fonctionne pas. Après que certaines filières, mais là, pour moi, l'histoire du contrat amont, ça a été dit, hein, c'est encore une jurisprudence de relation entre deux industriels et dans une filière bien particulière. Peut-être que dans certaines filières, c'est une solution. Mais ça ne peut en aucun cas être une solution transversale. C'est pas possible. C'est de la folie. Enfin, pas du porc. Enfin, nous, dans le porc, c'est une aberration, mais c'est comme ça. On négocie nos achats 2 fois par semaine. Nos prix varient 2 fois par semaine. C'est la filière qui est organisée comme ça. Et c'est un souhait de la filière. Philippe, je vous ai vu vouloir intervenir. Oui, parce qu'en fait, les propositions, elles sont assez liées. Il ne faut pas totalement les déconnecter. Moi, je pense que la notion d'amont, c'est ce que tu dis, Marine, ça peut finalement se localiser dans une OP ou dans une AOP. Parce que là, on connaît les cycles. Et on sait que sur les dates, ce n'est pas impossible donc, de conclure des conventions avec des dates différentes, puisque le principe même de la convention, donc récapitulative dans le Code de commerce, c'est de prévoir qu'elle sera finalement clôturée à l'issue du cycle de commercialisation particulier lorsqu'il existe. Donc on sait le gérer, a priori. Je ne dis pas que ça simplifie le système, hein, je dis que c'est simplement déjà gérable et déjà donc, vu par le législateur. Après, si on fait ça effectivement sans l'insertion donc des producteurs, donc le regroupement des producteurs dans des OP très significatives. Et je crois que le sujet, c'est la filière, en fait. On a vu que tous les échecs pour l'instant donc de l'amont, c'est parce qu'on a voulu uniformiser les filières. Tout le monde l'a dit. Et on ne peut pas uniformiser les filières, c'est impossible. Donc du coup, il faut que chaque filière reprenne à son compte ses propres organisations, mais qu'elle aille jusqu'au bout du jeu. Et c'est là où, pour l'instant, le bas blesse. Alors, la thématique du jour, c'était quel cadre légal pour demain? Si vous avez chacun une idée à avancer, quelles sont vos réclamations si la loi doit changer l'année prochaine? Léonard a été le premier à saisir le micro. Oh ben nous, notre demande, elle est claire, elle est simple à la FEF, hein, c'est de différencier déjà sur la taille des fournisseurs, en s'appuyant sur la directive européenne à 350 millions d'euros monde, hein, parce que tout le monde sait ce que c'est, sauf le législateur français. Hein, la DGCRF et l'autorité de la concurrence savent très bien raisonner en chiffre d'affaires mondiaux. Et à partir de ça, ce que j'entends que certains veulent garder les mécanismes, ont peur. Ben pour les PME, on fait un choc de simplification, mais un vrai. Hein, parce que dire qu'on fusionne l'option 2, 3, j'ai toujours pas compris ce qui a été écrit, ça, c'est pas de la simplification, c'est encore de l'usine à gaz. Et en repartant que du tarif pour nos PME ETI, c'est-à-dire que la variation, et c'est la vraie marche en avant. Hein, je disais tout à l'heure, quand on achète un produit agricole, on ne demande pas du détail sur 36 000 choses, mais on rétablit de la confiance, nous, en nous laissant la possibilité de faire varier nos tarifs quand on a besoin, à la même date. Et c'est conforme au droit civil, c'est conforme à tous les droits que vous voulez. Hein, vous lisez l'article du professeur Ferrier dans LSA, vous lisez d'ailleurs le rapport je ne sais jamais comment on dit, du CGAAER qui vient d'être publié sur une analyse dans les autres pays européens. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter, ce n'est qu'une question de volonté politique, de simplifier. Alors, certains vont se dire, oui, mais ça va faire de l'inflation. Mais non, nos produits sont substituables. C'est ça la vraie clé. Donc en fait, si on est dépositionné, une PME-TI est dépositionnée sur son marché, elle disparaît. Et du coup, on enlève les histoires d'options, on enlève les formules de calcul, on enlève tout, et on a une vraie variation et une variation du tarif. Par contre, les contreparties restent. Ça, il n'y a aucun souci. Et les contreparties restent négociées au 1er mars. Qui veut prendre le micro maintenant? Si vous avez des demandes à faire. Jacques Davy, allez. Voilà, évidemment, on va pas faire le tour des 27 propositions. Pour résumer, nous, notre position, c'est d'abord, on est effectivement pour la généralisation de la contractualisation écrite de premier niveau. Ça c'est clair, que ça ne reste pas l'apanage du lait et de la viande. Il faudrait aussi parler, effectivement, on parle beaucoup de L131-24 sur le contrat
je dirais sur le contrat Egalim, que quid du contrat L131-24-2, qui est une alternative qu'ont pris beaucoup de filières, hein, en particulier qui permet de ne pas avoir les mêmes durées et de se dispenser de clauses de révision automatique. Donc, nous, notre sujet, c'est effectivement dans le cadre de la, comment dirais-je, du postulat de la prise en marche avant, sur lequel on est évidemment totalement d'accord. Il faut préserver la non-négociabilité, la sanctuarisation de la matière première agricole. Pour ça, effectivement, il faut connaître la valeur de cette matière première agricole, d'où l'importance d'une date butoir amont, on l'a dit, la suppression de leçon 3 pour les mêmes raisons de transparence, et enfin, je vous le disais tout à l'heure, supprimer le plafonnement des promotions sur le DPH, outre la différenciation sur les qu'on partage en grande partie. Voilà. Marine. Alors effectivement, on a quand même un gros point d'achoppement, hein, sur ces positions. Nous, je laisserai ensuite peut-être Marie confirmer, mais je crois qu'on est assez nombreux à l'amont et en tout cas au maillon industriel à souhaiter que l'option 3 soit pérennisée, éventuellement améliorée, mais c'est plutôt une concession pour lui donner plus de respectabilité, puisque la distribution a tellement dit que ce n'était pas une option de transparence qu'on finit par tous se demander ce qui ne marche pas. Nous, on a plutôt le postulat inverse, hein, que c'est vraiment une option de transparence, qu'elle est vraiment de nature à donner confiance en réalité. On a sur des études, vraiment sur un observatoire des négociations à la coopération agricole, on constate qu'on a environ 35% des entreprises adhérentes qui utilisent l'option 3, donc c'est ni une énorme majorité, ni négligeable, que ça se justifie parfaitement et que la plupart du temps, la façon dont c'est décrit est assez pacifique, y compris dans des réunions qu'on a pu avoir pour échanger avec la grande distribution, avec les enseignes individuellement. Ils reconnaissent qu'en général, il y a pas mal d'options 3 qui se déroulent bien. Donc il faut sortir d'un discours un peu caricatural qui est option 3 égale pas de transparence, pour dire option 3, il y a des façons de le faire qui sont plutôt reconnue comme étant efficace et elle est légitime. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un point important. Donc on n'a pas de demande absolue en dehors de conserver l'option 3. Par contre, on pourrait avoir des propositions pour améliorer en fait la crédibilité, pour éviter qu'elle ne disparaisse en réalité. Marie Buisson pour l'ANIA. Non, bah, la plupart des choses ont été dites. En effet, même si on comprend, hein, évidemment, les problématiques de l'amont agricole, c'est plus des problématiques de compétitivité de la filière et particulièrement de la production agricole qu'une problématique de date butoir amont. Donc nous, on n'y est pas favorable. Mais par contre, date butoir à l'aval, on y est particulièrement attaché. Et aussi, parce qu'on ne l'a pas souligné, mais ça a été introduit aussi pour faciliter les contrôles de la DGCCRF, parce que demain, s'il n'y a plus de date butoir à l'aval, je ne sais pas comment la DGCCRF, avec les moyens qu'elle a, pourrait opérer les contrôles. Et voilà, ça nous permet aussi collectivement de tirer les leçons d'une année sur l'autre. Donc c'est aussi important. Concernant la clause de révision automatique, bon, on en a parlé ce matin par rapport à son efficacité ou non. Il y a des cas où ça fonctionne et de plus en plus parce que ça y est, les opérateurs les prennent aussi en main. Et nous, côté ANIA, et c'est pas une surprise, on est en faveur de la position du médiateur des relations commerciales agricoles. Qui propose que ces clauses soient intégrées obligatoirement dans les CGV et ensuite non négociables dans le cadre de la négociation commerciale et de la convention écrite. Donc nous, selon nous, le vrai sujet autour de ces clauses, c'est le fait qu'elles soient négociables, on l'a dit ce matin, chaque distributeur ait peur de moins bien la négocier que son concurrent. Donc voilà, et elles ont un lien avec la sanctuarisation des matières premières agricoles. Donc voilà, ça c'est un point qu'on a et qu'on discute dans le cadre de la CEPC. Ali, pour la... Alors, s'il y avait une mesure à ressortir, là, ce serait le renforcement des indicateurs interprofessionnels de coûts de production. C'est vrai qu'on en parlait un peu tout à l'heure, et à ne pas confondre en fait avec les prix planchers. C'est-à-dire, pour nous, les indicateurs interprofessionnels, pourquoi les organisations interprofessionnelles? Parce qu'ils regroupent tous les acteurs de la filière, de l'amont agricole, producteur, jusqu'à la grande distribution, distributeur, grande distribution. Et donc, ils représentent toute la filière, et seuls les indicateurs interprofessionnels garantissent une base objective, statistique confiable et confidentielle,
Et pour nous, c'est vraiment très important de les renforcer. C'est un indicateur de référence interprofessionnel. Je peux prendre juste un exemple de la viande bovine, où les indicateurs, où les prix de marché sont en moyenne inférieurs de 80 centimes par kilo par rapport aux indicateurs interprofessionnels. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'éleveur vend ses produits, il prend sur sa rémunération. Donc pour un minimum de garantie sur le coût de production, c'est renforcement déjà des indicateurs de coût professionnel qui soient les seuls de référence. Et en fait, ça rejoint le sujet de l'ordonnance pré-abusivement bas pour objectiver justement ce caractère abusivement bas, justement, enfin, notamment pour le juge. L'indicateur de référence serait l'indicateur interprofessionnel, le seul à même pour juger si le prix est abusivement bas ou pas. Donc, d'où cette proposition qu'on prône et qu'on souhaite. Alors, merci, mais le dernier de ce tour de table, Daniel. Tout ça, c'est très sympa, hein. Egalim 2, le rapport Isar-Babo, mais quand vous avez 50% du business qui est négocié maintenant par des centrales internationales qui s'assied carrément sur les lois et qui ne les appliquent pas, et qui, je le rappelle, hein, encore une fois, sanctuarise. Là, vous avez une moyenne de 67% cette année à hauteur de 30% la matière première agricole. En fait, je me demande de quoi on est en train de parler. Et franchement, le premier sujet, c'est la lutte contre les centrales internationales, pas en tant que telle, et Philippe a complètement raison. Le problème, ce n'est pas l'existence en tant que telle d'une centrale internationale, c'est la pratique qu'elle a de l'application des règles qui lui sont applicables, et en l'occurrence, nous, on pense que c'est le droit français. Alors, on peut continuer à faire des rapports et à regarder ce qu'il faut améliorer dans Egalim 2. Force est de constater que vous avez aujourd'hui toutes les enseignes en France qui sont dans une centrale internationale, à l'exception de Système U, qui d'ailleurs, je le rappelle, est sorti cet été, enfin plus précisément au début de l'automne, avec un de ses anciens partenaires EDK qui dit je l'ai sorti parce qu'en fait, elle ne cassait pas suffisamment les dents assez fort aux industriels. C'est quand même marqué noir sur blanc dans un article signé EDK dans les journaux allemands. Donc, ce qui est quand même très révélateur de à quoi servent ces centrales internationales. Donc, on peut encore une fois, comme le rapport Isar-Babo, avoir une incohérence majeure en disant je vais continuer à poursuivre l'application d'Egalim 2 et en renforçant, en restructurant encore plus l'amont qui n'en veut pas d'ailleurs et en libéralisant complètement à l'aval, parce que moi j'ai toujours pas compris comment on se situe dans une logique de poursuivre Egalim 2 en supprimant l'option 3 et en supprimant les clauses de révision et en supprimant la date butoir. Là, franchement, je ne comprends pas la logique. Donc, voilà, moi, le rapport Isar-Babo, voilà tout le bien que j'en pense. Et je ne pense pas que ça doive servir de base à des réflexions. Il y a deux réflexions à mener. Il y a une réflexion, à mon avis, à court terme sur des ajustements des mécanismes Egalim 2 et 3, entre guillemets, sur l'option 3 notamment, sur les clauses de révision, il y a des choses à faire pour que le mécanisme Egalim fonctionne. Et puis, à moyen long terme, il faut un travail de simplification des textes parce qu'on est allé beaucoup trop loin dans la complexification. Est-ce que les lois Egalim 2, est-ce que les mécanismes de protection du revenu agricole vont fonctionner dans les années à venir? C'est une question qu'il faut se poser. Et honnêtement, au vu du résultat des négociations de 2025, je pense qu'on aura un début de réponse. Et là, il faut, en l'occurrence, simplifier les textes, revenir peut-être à des concepts qui sont plus issus du droit civil. Et ça fait écho à pas mal de propos qui ont été tenus ce matin sur la bonne foi, la loyauté, l'équilibre contractuel, l'équilibre du prix. Il y a des mécanismes qu'il faut garder, la date butoir notamment. Il y a des mécanismes qu'il faut vraisemblablement améliorer, mais il faut rebasculer peut-être sur des choses beaucoup plus simples, tout en garantissant qu'on ait à la fois un équilibre contractuel aussi bien à l'amont, avec notamment le prix abusivement bas qui peut être un mécanisme intéressant sur lequel il faut peut-être travailler pour le développer un peu, et puis à l'aval aussi sur la notion d'équilibre contractuel. Et puis sur la résolution des litiges, il faut peut-être aussi basculer, ne pas toujours demander à la DGCRF d'être le gardien de ces relations-là parce qu'elle ne peut pas tout faire et elle fait déjà beaucoup. Mais en l'occurrence, il faut réfléchir sur des mécanismes de développement de médiation, d'arbitrage aussi. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Et je pense qu'il faut que les choses évoluent un peu dans ce sens. Oui, Philippe. Donc, moi, je te rejoins là-dessus. Alors, ça va être très iconoclaste de la part d'un avocat, mais il faut simplifier, effectivement. Il faut simplifier parce que tout est difficile. Donc, il faut savoir que le régime va être différent selon donc, le statut donc, finalement du vendeur. Est-ce que c'est un producteur? Est-ce que c'est un acheteur? Est-ce que c'est un distributeur? Donc un acheteur, ce n'est pas forcément un distributeur. Donc, est-ce que c'est un grossiste? De quel produit parle-t-on? Est-ce que ce sont des produits alimentaires? Est-ce que ce sont des produits non alimentaires? Est-ce que ce sont des produits exclus par l'article 441-1 pour faire un petit peu de cuisine, donc code de commerce? Est-ce que donc, globalement, ce sont des PGC ou pas? Et puis, est-ce qu'on est dans un contrat d'entreprise? Donc, en fait,
On pourrait se dire que, je l'entends souvent, moi, c'est pour ça que je veux casser cette idée-là. Les avocats ne se réjouissent pas hein, donc de cette complexité. Donc cette complexité, on la vit avec nos clients, on la subit donc avec nos clients, et on a donc de plus en plus de mal à l'expliquer. Alors ça fera peut-être la transition, mais d'autant plus à l'international, parce qu'on a dit que c'était une loi unique au monde, vous l'avez dit, hein, donc c'est une loi unique au monde. Et aujourd'hui, on a du mal à expliquer tout ça. Et là, on a un vrai problème. Alors il y a des choses qui sont par contre très vertueuses. Les indicateurs, moi j'y crois. Les indicateurs, dans la mesure où on les utilise, alors à leur juste valeur, les indicateurs, ce n'est pas l'indexation. On a souvent cru que l'indicateur, c'était l'indexation. Dans toutes les facs de droit, on vous dit ne faites jamais de clause d'indexation, parce que vous perdez donc la maîtrise, bien évidemment, donc, du prix et de son évolution. Mais l'indicateur, s'il est un juge de paix, s'il est simplement un référentiel pour savoir manifestement où localiser l'abus, oui, il a tout son sens. Et quand on cherche des indicateurs, c'est très, très compliqué. Parce qu'on peut effectivement se rapprocher des OI, mais encore faut-il plus ou moins savoir où aller chercher, être membre ou non donc, de l'OI. On a besoin véritablement de choses qui sont très accessibles, très à portée donc, de l'ensemble donc, des acteurs du marché. Ça, c'est une demande. Je dis toujours à la télé sur les indicateurs, même personne n'est d'accord sur l'évolution des prix. Oui, tout à fait. Vous allez prendre le prix au mois le prix d'une année sur l'autre, avec ou sans promotion, à référence comparable, pas comparable, et vous allez dire des vérités différentes, mais à chaque fois des vérités. Oui. D'où l'intérêt de l'indicateur valeur euro, et non de l'indicateur valeur indicielle, qui laisse donc aux parties le soin de déterminer la base 100. C'est sûr. Alors Philippe, avec vos équipes, vous êtes apparu intéressant de montrer ce qui se passe en Belgique. Et il y a Nicolas Godin, donc avocat FIDAL Belgique, qui va nous raconter ce qui se passe là-bas. Merci. C'est assez paradoxal, hein. J'ai l'impression d'intervenir ici dans une bulle temporelle. On me donne la chance assez exclusive de voir ce que donneront les débats dans quelques années, à mon avis, en Belgique. Puisque pour ceux qui l'ignorent, le contexte réglementaire et législatif en Belgique est beaucoup plus simpliste, sans doute beaucoup plus proche de ce que vous aviez il y a encore quelques temps. En Belgique, on fonctionne essentiellement sur deux axes qui prime, c'est à savoir le cadre des négociations commerciales, et alors maintenant, de manière assez récente, la protection des revenus des producteurs agricoles. Au niveau des négociations commerciales, on fonctionne avec des principes de droit commun sur lesquels on est assez assis depuis de nombreuses années. On ne va pas revenir dessus. On a simplement fait quelques entorses qui découlent de l'évolution contextuelle et aussi de la grogne de certains secteurs et autres. C'est qu'on a fait évoluer de manière très spécifique toutes les catégories de clauses, ce qu'on appelle les clauses abusives ou présumées abusives en Belgique. Donc ça, on a spécifié des clauses tout à fait atypiques pour le secteur de l'agroalimentaire. Mais c'est assez récent, et ça je parle ici de 3 projets de texte qui ont été soumis depuis le mois de février, donc entre le mois de février et le mois de mai de cette année, puisque vous l'ignorez sans doute, mais on a voté en Belgique pour les régions et pour le fédéral. Vous comprendrez, j'y reviendrai peut-être aussi pourquoi on n'évolue pas aussi vite que vous, parce que nous avons un millefeuille de compétences qui fait notre originalité et sans doute notre charme. Mais donc, il y a 2 choses. En Belgique, on entend et on comprend, on essaye de comprendre Egalim, et on tire surtout 2 constats, selon moi, d'Egalim. C'est un constat factuel et un constat probablement conceptuel. Au niveau factuel, on a reconnu, et vous l'avez suivi, qu'au niveau des décisions des centrales d'achat étrangères qui se sont installées sur notre territoire, on a eu une reconnaissance par le judiciaire de la primauté du droit belge applicable à ces entités. Je n'y reviendrai pas, Taureau a raison. Dans un premier temps, le tribunal de commerce de Bruxelles, dans un second temps, la Cour d'appel de Bruxelles ont confirmé une demande qui avait été faite par cette centrale d'achat belge de faire interdiction au ministère de l'économie français de venir demander des communications de documents pour pouvoir vérifier le respect des dates butoirs. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, c'est un sujet à part entière, mais au niveau factuel, c'est un premier élément. C'était une des premières fois dans lesquelles je pense que monsieur et madame tout le monde en Belgique ont entendu parler d'Egalim et de son fondement, des mécanismes protecteurs qu'on retrouve derrière. Et donc, première fois aussi où je pense que bon nombre d'opérateurs belges ont compris qu'en réalité, nous ne bénéficions pas d'un système similaire. J'en viens à mon deuxième constat, qui n'est plus factuel, mais un constat, je pense, conceptuel.
Et là, j'en viens à ces 3 propositions de textes qui sont tombées devant les parlements très, très récemment, je vous dis entre février et mai, des plus grandes familles, les principales familles politiques belges, hein, puisqu'on parle du PS, on parle des écolos et on parle d'une proposition groupée entre les engagés et les libéraux. 3 propositions de textes qui proposent des transpositions, alors évidemment avec un petit shopping à la clé, mais 3 transpositions des différentes dispositions Egalim 1, 2 et 3. On observe ainsi une redéfinition, une revalorisation de l'observatoire des prix sur le calcul des coûts de production des produits agricoles, une logique de construction des prix inversée, comme vous l'avez expliqué, des contrats écrits, prédominance de l'écrit, rehaussement des seuils de vente à perte de 10%, redéfinition de certaines pratiques de marché spécifiques au secteur agricole comme étant des pratiques abusives, objectivement abusives. Enfin, tout un tas de dispositions Egalim. Et je dois dire que je suis assez surpris, parce que c'est assez rare, d'avoir un consensus de part et d'autre de la Belgique, enfin des entités linguistiques. C'est-à-dire que pour une fois, on a une référence qui est faite à une législation étrangère qui est faite tant par les néerlandophones, donc le nord du pays, que les francophones au sud du pays, puisque tant dans les débats parlementaires que dans le texte lui-même, on fait référence à vos articles de code de commerce, à vos articles de code rural et autres. Et donc, il y a à ce stade quelque chose d'assez atypique du côté de la Belgique, de voir à quel point on estime à ce stade. Alors, je retourne dans ma machine à voyager dans le temps, et le temps nous dira si on a eu raison ou non. Je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à apprendre dans ces prochains mois, prochaines années, mais il semble à tout le moins qu'en Belgique, on ait un consensus assez général sur la base d'inspiration que doit constituer Egalim. Et je pense que ça vient du fait que chez nous, nous avions 2 mécanismes: négociation commerciale, protection des revenus. Et je pense qu'à ce stade, ces propositions, elles sont encore à un stade tout à fait préliminaire, hein, puisque comme le gouvernement n'est pas encore au niveau fédéral finalisé, les textes vont probablement passer les dates et donc être caducs et devoir être redéposés. Mais cela étant, on considère déjà que ça constituera l'enjeu de la prochaine législature en Belgique et au niveau fédéral, puisque pour clôturer, la matière agricole en Belgique est par nature une matière régionale, et donc il y a une énorme difficulté à pouvoir se positionner sur ces problématiques de manière commune entre la mentalité du nord du pays, qui est plus une mentalité néerlandaise, et une mentalité du sud, francophone, beaucoup plus franco-français, si je puis me permettre. Je me ferais taper dessus si on m'entendait en Belgique. Mais voilà, donc je ne sais pas si je peux conclure là-dessus, mais je pense effectivement que tant les praticiens du droit français que le législateur français auraient à gagner de pouvoir conscientiser de cette double casquette et de ne plus apparaître sur notre territoire comme étant un bras armé d'un mécanisme protecteur incompris, et qu'il le restera tant qu'il n'y aura pas d'harmonisation au niveau européen, et d'accepter cette casquette peut-être, si je peux me permettre l'expression, de moteur, ou en tout cas de modèle qui accepte de reconnaître ses échecs et de souligner ses succès. Ça, je pense que ça peut être quelque chose de très positif chez nous, et ce sera vu positivement. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Godin. Moi, je ne peux que remercier les 16 orateurs, ça fait du monde de cette matinée. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés toute cette matinée. Également, merci à ceux qui sont à distance. Et je vais laisser Philippe conclure cette matinée très intéressante.